Au commencement est l'inachèvement. L'enfant est le plus inachevé des vivants. Il arrive au monde fragile, dans une dépendance totale par rapport à l'environnement. L'autre lui est nécessaire. C'est pas un film sur le cerveau, c'est un film sur la mémoire. Donc, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, extraordinairement idiosyncrasique d'une certaine façon, puisque vous êtes présente tout au long du film, depuis le début jusqu'à la dernière image, bien entendu, c'est votre histoire, qui n'est pas terminée, puisqu'au fond, vous n'avez pas achevé votre développement. Jusqu'au dernier moment, l'humain n'achève pas son développement. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous confirmez, c'est-à-dire que tous les collègues qui sont d'éminents neurobiologistes, hein, qui vous ont parlé, vous ont dit qu'il n'y a pas de théorie générale du cerveau, mais il n'y a pas non plus de théorie générale du vivant, si ce n'est la théorie de l'évolution. Mais en même temps, ce que vous venez de me dire, c'est qu'on n'a que des bribes et qu'on n'a pas de théorie, parce qu'en fait, on n'en sait pas assez. Et ça, c'est assez intéressant sur la fonction des théories en biologie par rapport à d'autres disciplines, par exemple la physique, où fondamentalement on imagine, c'est encore un terme qui est venu assez souvent, là, et ça j'ai bien aimé, en particulier avec Ludac, toutes les questions sur l'image, l'imagination, etc. C'est des questions qui sont vraiment essentielles, où on imagine que l'accumulation des connaissances empiriques va faire un jour émerger, comme par miracle, une théorie générale. C'est un petit peu ce qui est à la base de grands projets de recherche lancés au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. Le projet Brain, par exemple, dont la philosophie principale est quand même bottom-up, comme on dit. Comment ? Bottom-up, l'accumulation des données qui d'un coup va faire émerger quelque chose Et je crois que ça indique un manque. C'est intéressant que finalement, nous sommes ici, c'est un manque qui est assez cruel, je dirais, pour les neurobiologistes qui pataugent un peu comme nous dans les neurones et les molécules, qu'au fond, il n'y a pas un top-bottom qui serait même inachevé, et surtout inachevé, parce que les théories sont forcément inachevées, sinon ce seraient des dogmes religieux. On se trompe toujours, qu'il n'y ait pas justement... et si je pouvais avoir... C'est pas un apport critique, bien entendu. Je ne suis pas neurobiologiste, donc je ne vais pas les critiquer. Mais je pense que peut-être ça aurait été intéressant de discuter avec des gens qui essayent de développer des modèles théoriques de ce que pourrait être, au fond, un cerveau. Voilà, donc j'en connais quelques-uns, il y en a quelques-uns... peut-être même un dans cette salle d'ailleurs. Voilà, donc au fond, mes réactions, un très beau film, des savants tout à fait exceptionnels, hein, tous dans leur discipline sont des gens tout à fait extraordinaires. François Ansermet qui, à la fin, essaye de faire le lien, introduit finalement le concept qui est immanent à travers le film d'inachèvement, auquel on pourra parler 5 minutes, et de plasticité, et puis cette marque en creux de ce qu'il nous reste à faire. Voilà. Merci, merci. Je voudrais juste dire que moi, cette histoire de manque et de perte, ça c'est là tout au long du film. C'est-à-dire c'est un sujet pour moi qui est là tout au long du film. Et ils en parlent, hein. Et chacun, et c'est un sujet que pour moi est important, que le non parfait, quoi. Vous m'entendez là? Ouais. Donc en fait, j'ai appris 2 choses aujourd'hui grâce à Alain. La première, c'est qu'il n'est pas neurobiologiste. Et ça, je ne savais pas. Je pensais que c'était le plus grand neurobiologiste français. Donc je me suis trompée. Et la deuxième chose, c'est que je croyais qu'il voulait intervenir et pas venir au ciné avec moi juste un dimanche après-midi. Donc là aussi, je me suis trompée. Et par rapport au film, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup plu, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un film bilingue, en fait. C'est-à-dire qu'on est un peu comme les bébés du Baby's Lab. On est obligé sans arrêt de passer d'une langue à l'autre quand on regarde ton film. Au moins. Et on passe d'une langue scientifique un peu dure, où on est obligé de réfléchir. Enfin,
ça fait bouger pas mal de trucs dans la tête. Et brusquement, on arrive au côté émotionnel dont tu nous parles. Et il y a la voix de ces scientifiques et ta voix. Et on est obligé de faire cette gymnastique dont on parle dans le film. Et j'ai trouvé ça très intéressant, surtout par rapport à ton travail qui parle d'une langue à l'autre. Et là, on parle vraiment d'une langue à l'autre. Donc ça m'a beaucoup plu. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu demandes à tous ces scientifiques, avant qu'ils te parlent de leur recherche, de te parler d'eux-mêmes. Et à savoir comment ils ont eu l'idée ou à quel moment c'est arrivé, cette découverte du métier. Et je voudrais du coup te poser à toi aussi cette question. Comment t'es passée de chef opératrice à réalisatrice? À quel moment tu t'es dit, je veux devenir chercheuse sur le langage? Je peux te passer le micro? Parce que t'es une chercheuse. Bon, between, hein. Je me suis jamais... J'ai jamais décidé ça, vraiment. J'ai jamais voulu être réalisatrice, ni travailler sur le langage. C'est-à-dire, je pensais que je serais chef opératrice toute ma vie. Et bon, c'est vraiment le hasard où quelqu'un m'a désigné, je fais un film, je fais un autre. Et après, oui, après ça a commencé par faire des films sur la langue, parce que je crois qu'en tant que chef opérateur, j'étais déjà traductrice. C'est-à-dire, je recevais des scénarios, et il fallait passer de mots, de scénarios, à des images. Et c'était mon job, et j'étais très contente d'être traductrice. Et puis, bon, ça se faisait comme ça, et puis ça s'est fait d'un film à l'autre là maintenant, mais c'était pas, même quand j'ai commencé d'une langue à l'autre, c'est devenu une trilogie, d'une langue à l'autre, langue sacrée, langue parlée, et puis traduire. Mais je ne savais pas, quand je fais le premier, qu'il y aura le deuxième et le troisième. Et puis, même celui-là, pour moi, il est lié à la langue. Et même les chercheurs que je suis allée voir, ils sont pas mal autour de la langue. Hein. C'est-à-dire que c'était ça pour faire lien. Et je crois que Laurent Cohen m'a fait ces cadeaux de vraiment lier avec son histoire des grands-pères et lier ce film-là à tous les films précédents en énumérant comme ça et toutes les langues qu'il savait les grands-pères, et surtout quand il raconte lui-même et sa passion pour la grammaire. Et je ne sais pas si déjà avant lui quelqu'un a mis ensemble la grammaire sumérienne avec la grammaire kurde, parce que je veux dire ces deux-là, le fait même qu'il met kurde et sumérienne ensemble, je trouve ça déjà, pour moi, je l'entends comme un lien, et les grands-pères avec un lien avec tout le film. Appelons, il n'est pas devenu linguiste, voilà, il est devenu chercheur, mais il est resté avec cette passion vers la langue, et ça m'intéressait, quelle est la passion première? Et là, il est allé vers la grand-père, donc ça me va très bien. Hein. Oui, je connais tous les personnages de votre film. Certains mieux que d'autres, mais ils sont tous des gens que j'aime beaucoup, qui je pense vraiment, vous avez bien choisi, ils sont vraiment des gens très, très remarquables dans leur champ. Le casting est très la moitié du travail. Le casting est très réussi, je dois dire. Mais ce qui apparaît aussi derrière ça, c'est que ce sont des sujets de la science, pour rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que c'est une activité, ça montre assez que même s'il y a des lois, évidemment, des vérités qui ne sont pas relatives, hein, la façon d'arriver à la connaissance est une façon qui dépend quand même du sujet. C'est-à-dire que la recherche n'est pas une activité paranoïaque où on serait chargé d'interpréter un texte divin, entre guillemets, fût celui de la nature. Mais l'activité d'humains qui sont des sujets, c'est-à-dire qui ont une histoire. Et ça apparaît effectivement parfaitement avec très très bien avec Laurent, ça c'est clair, c'est avec lui que ça apparaît plus. Mais je crois que ça apparaît avec tous, parce que au fond c'est peut-être de votre faute, c'est peut-être la façon dont vous introduisez à chaque fois le questionnement avant d'entrer dans le hard. Presque. Sauf que... Et c'est assez intéressant de se dire que si vous saviez ce que c'est qu'un cerveau, enfin, moi je ne le sais pas, mais si vous saviez ce que c'est, vous vous rendriez compte que c'est un organe absolument ahurissant. C'est-à-dire que toutes ces cellules qui meurent, ces ADN qui se cassent, qui se réparent, petites hémorragies cérébrales partout, dans tous les sens, hein, et qu'au bout du compte, avec ça, on arrive à envoyer des gens sur la Lune.
il y a quelque chose qui est de l'ordre du miraculeux. Et cette espèce de fragilité de l'organe cérébral, là, et en même temps, cette incroyable performance de cette chose. Vous savez, Turing disait la consistance du porridge tiède. Donc, quiconque n'a jamais enfoncé son doigt dans un cerveau, c'est exactement de quoi il retourne. Je veux dire, un cerveau animal. Mais c'est la chose surprenante. Et en même temps, il y a aussi cette fragilité des individus qui s'y livrent, qui ont eux-mêmes un cerveau fragile. Et au bout du compte, leur histoire oui, ce sont des sujets. Il reste que, de même qu'on envoie les fusées sur la Lune, il reste que, parce qu'il y a des théories justement, et parce que ces théories sont en évolution, à chaque fois à reprendre, et parce qu'on se trompe, et parce qu'on fait des erreurs en permanence, et qu'on répare ces erreurs, il reste que, au bout du compte, on construit des théories et des modèles qui ont une certaine solidité, même une certaine, je dirais, véracité, même si le terme de vrai n'est pas un terme que j'utilise avec beaucoup de plaisir, je dois dire. Voilà. Oui, vraiment, je vous remercie de réappuyer là-dessus. Je crois qu'on a parlé de Laurent Cohen, mais je crois que c'est lui qui me paraît le plus ému, c'est Yadin Doudaï, quand je lui demande et à quel moment on voit, il ne me répond pas pendant longtemps, et moi qui l'a vu plusieurs fois, j'ai vu qu'il a des petits boutons rouges, c'est-à-dire il est vraiment ému. Et il est ému, moi j'ai le sentiment, parce qu'il se rappelle, à ce moment-là, il se rappelle vraiment le moment que moi, j'imagine, je ne sais pas si c'est la vérité, mais et lui non plus, mais il dit que il croit qu'il y a un grain de vérité, donc je reviens à la vérité, parce qu'il peut revivre ça, et on sent qu'il revit ça avec plein d'émotions, et c'est que j'ai l'impression qu'il rappelle le moment où il a tout d'un coup compris, et quelque chose, c'était comme une révélation, la théorie de l'évolution. C'était une révélation pour lui, et je crois qu'il venait d'une famille, je crois savoir qu'il venait d'une famille pratiquante religieuse, et que tout d'un coup, une nouvelle histoire a remplacé une autre. Et je crois que, moi je crois, j'en sais rien, mais que cette émotion est qu'il se rappelle le moment qu'il a tout d'un coup compris que c'est autrement, et que c'est une vraie révélation pour lui. Et je crois que c'est pour ça qu'il est tellement ému. D'ailleurs, c'est sans doute voulu, hein, mais la construction du DAI au départ se fait tout à fait en phase avec la dernière partie avec Ansermet, c'est-à-dire que parce que Dudaï est le seul, d'une certaine façon, à parler d'imagination, mais aussi de mémoire comme une chose tout à fait construite, disons construite sur des éléments passés, mais aussi construite sur des éléments présents et construite sur une anticipation, une projection sur le futur. Et je pense qu'on voit effectivement chez Dudaï non seulement une introduction d'une évolution au sens d'évolution des espèces, mais d'une évolution au sens d'individuation, c'est-à-dire comment un individu humain est en perpétuelle évolution jusqu'à la bascule finale dans le néant, bien entendu, où sa vie se continue uniquement dans l'image qu'il va laisser dans la tête des autres. Et je crois que c'est un petit peu ce que essaye de dire Ansermet à la fin, quand il dit on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Au fond, l'histoire est toujours ouverte parce que l'individu est toujours en cours d'individuation, c'est-à-dire toujours inachevé. Alors chez Sapiens, l'inachèvement commence très tôt, c'est ce que dit aussi Ansermet, pour des raisons qui sont évolutives elles-mêmes, c'est-à-dire que pour que le cerveau puisse sortir du conduit chez les bipèdes, il faut que le cerveau soit pas trop gros, sinon ça ne sort pas. Il n'y a que chez les quadrupèdes que c'est facile. Or, la bipédie implique une naissance prématurée, qui a un très gros avantage, c'est que le cerveau se développe en interaction avec le monde, et pas uniquement avec le monde placentaire, qui est quand même assez limité sur le plan intellectuel. Donc, il se développe en interaction avec le monde, et de ce coup, ce cerveau est à la fois sécrété, il est sécrété par les interactions. C'est aussi ce que dit un de nos interlocuteurs quand il dit, il ne le dit pas comme ça, mais je vais le dire pour lui, nous sommes des individus extrêmes parce que nous sommes des individus sociaux extrêmes.